Bien, chers collègues, nous continuons nos travaux par l'examen de la mission écologie, développement et mobilité durable pour ce qui concerne l'énergie sur le rapport de Philippe Bolo, Modem. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je commencerai mes propos en remerciant Madame Urvois, l'administratrice qui m'a accompagné dans la réalisation de ce travail. L'énergie est au cœur de l'actualité, on le sait tous, et des préoccupations des ménages et des entreprises. La sortie de la Covid, la guerre en Ukraine et les arrêts de nos centrales nucléaires ont mis en évidence l'impact de l'énergie sur le pouvoir d'achat, et surtout l'augmentation du prix des énergies, les conséquences de ces augmentations des prix sur les entreprises, sur les collectivités territoriales et également pour les associations, et le lien avec notre souveraineté énergétique et plus généralement notre souveraineté économique. Ce contexte impacte évidemment le PLF 2023 et les programmes 174 et 345 qui font l'objet du rapport pour avis que je vais vous présenter maintenant. Donc le programme 174, je vous le redis, c'est l'énergie, climat et après-mine. Le 345, c'est services publics de l'énergie. Et le périmètre de l'avis comporte également quelque chose qui est très important, qui est le compte d'affectation spéciale FACÉ pour l'électrification rurale. Je vais donc commencer par le programme 345, services publics de l'énergie, en vous énumérant très rapidement déjà un certain nombre d'actions qu'il permet de soutenir. Le soutien aux énergies renouvelables, électriques ou gazières. Pour l'électrique, c'est évidemment l'éolien, sans doute, terrestre et maritime. Et puis le photovoltaïque, et pour le gaz, c'est l'injection de biométhane. Le programme 345, c'est aussi le soutien aux zones non interconnectées, très important, en lien avec le débat précédent que nous avions avec les Outre-mer. C'est le soutien à la cogénération, également aux effacements des consommations, à l'hydrogène, et surtout, pour cet exercice du PLF 2023, ce sont un ensemble de mesures exceptionnelles de protection des consommateurs au travers de l'action numéro 17. Donc, en totalité, et en raisonnant en autorisation d'engagement, le programme 345 pour le PLF 2023, c'est 12 milliards d'euros, qui correspond à 42% d'augmentation en comparaison à l'exercice précédent de 2022. Et trois quarts de ces 12 millions d'euros représentent la fameuse action 17 dont je vous parlais juste avant, qui est celle de soutien au pouvoir d'achat des consommateurs, trois quarts qui représentent 8,9 milliards d'euros, avec un partage gaz-électricité, 3 milliards d'euros pour le gaz et 5,9 milliards d'euros pour l'électricité. De quoi s'agit-il plus exactement ? C'est une partie de ce qu'on appelle... vous savez, on évoque souvent le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, c'est un ensemble de mesures qui se coordonnent et se conjuguent et s'additionnent entre elles. Et certaines sont logées dans l'action 17. Et pour les 3 milliards d'euros gaz et 5,9 milliards d'euros électricité, c'est justement la compensation du gel des tarifs régulés de vente à 4%. Donc, comme souvent, ça coûte plus cher aux fournisseurs, eh bien, c'est l'État qui compense pour les sommes que je viens de vous indiquer. Je vous ferai remarquer également que depuis juillet 2022, le dispositif carburant qui consiste à des aides à la pompe, vous les connaissez tous, de 15 centimes d'euros, passé ensuite à 25 centimes d'euros hors taxe, n'est plus géré par le programme 345. C'est la raison pour laquelle je ne vous en parlerai pas plus que ça. Donc le gel, vous l'avez aussi noté, je vous ferai un commentaire à ce sujet-là, il était de 4%, le gel des tarifs des TRV, gaz et électricité. Il était fixé à 4% jusqu'au 31 décembre 2022 et il sera monté à 15% par la suite. Le passage du 4 à 15% reste cependant largement inférieur à ce qu'auraient été les augmentations des prix des factures payées par les ménages si les gels des TRV n'avaient pas eu lieu. Les 11% d'écart en gaz sont à comparer à 215% d'augmentation des prix sur le marché et à 170% dans le cas de l'électricité. Je vous ferai remarquer également que dans le cas des entreprises, il existe des dispositifs particuliers, notamment européens, mais qui sont hors du cadre du programme 345 et des autres programmes d'ailleurs de l'avis que je vous rapporte, donc je n'en parlerai pas non plus. Je voudrais maintenant faire une remarque sur les 9 milliards d'euros de la mesure de l'action 17 du programme 345, celle relative aux compensations suite au gel des TRV. Et je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit de montants nets et qu'il existe aussi et qui sont aussi à considérer au regard de montants bruts. Et le montant brut était, lui, de 18,9 milliards d'euros, donc 10 milliards d'euros supplémentaires, ventilés entre 12,7 milliards d'euros en électricité et 6,2 en gaz,
Alors d'où vient cet écart entre brut et net? Eh bien écoutez, c'est une conséquence positive. Il faut bien qu'il y en ait quand même de temps en temps, une conséquence positive du contexte d'augmentation du prix des énergies. Il s'avère que, vous connaissez la mécanique, qui consiste à dire que lorsqu'on finançait des énergies renouvelables via le programme 145 et l'action 9, eh bien finalement on apportait une subvention aux producteurs d'énergie renouvelable qui devaient produire leurs énergies à des coûts supérieurs à ceux du marché. Eh bien là, la chose est inversée et désormais ils produisent à des coûts qui sont bien beaucoup plus favorables au prix du marché. Donc ce qui veut dire qu'un certain nombre d'aides prévues en 2022 pour l'action 9 du programme 345 n'ont plus lieu d'être, donc il faut en tenir compte. Et de la même façon, pour l'année 2023, elles n'auront pas de raison d'être présentes non plus. Donc c'est bien l'augmentation du prix des énergies qui est à l'origine de cet écart brut-net. Alors en termes de chiffres, à quoi tout cela correspond? Eh bien écoutez, en termes de charges prévisionnelles, pour 2023, c'est moins 19 milliards d'euros qui est à considérer. Et pour les charges de 2022 qui n'ont pas été consommées, c'est 20 milliards d'euros qui est à régulariser, ce qui fait une marge de manœuvre de 39 milliards d'euros de moindres dépenses qui servent à minimiser, vous l'avez compris, donc les actions du programme 17. Je voudrais, à ce stade-là de la présentation, vous dire que les mesures du bouclier fiscal ne se limitent pas aux seules mesures de l'action 17. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins évoqué lorsqu'on parle du bouclier, je dis fiscal, mais c'est tarifaire. Excusez-moi de l'erreur. Le bouclier tarifaire. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins évoqué, c'est la minoration de la TICFE. Vous savez, c'est une taxe qui porte sur nos factures d'électricité. Et puis il y a le pendant pour la TICGN pour le gaz naturel, qui désormais s'appelle les fractions d'accise de l'électricité et du gaz naturel, si on veut parler rigoureusement avec les termes employés. Bien, il faut bien considérer également que cette taxe, cette TICFE, elle était de 26 € en 2022, devait passer à 32 € en 2023 pour une mécanique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et elle a été diminuée au minimum permis par l'Europe, 1 € par mégawattheure pour les ménages et 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommateurs. Ce qui veut dire que par cette mécanique-là, alors que l'État devait percevoir 32 € par mégawattheure à partir de 2023 et qu'il ne va percevoir que 1 € ou 0,5 selon le cas la catégorie des consommateurs, il y a un sérieux manque à gagner pour les caisses de l'État de 10 milliards d'euros. Mais qui correspond également pour les consommateurs à des économies et des baisses de factures de l'ordre de 15 à 20%. À cela s'ajoute, et ça on en a souvent débattu, les plus 20 TWh de volume d'électricité produit par EDF ouvert à ses concurrents dans le cadre de l'Arenh. Et puis également, pour ne citer que quelques autres exemples et sans rentrer dans quelque chose de très exhaustif, le nouveau chèque énergie dont je vous parlerai dans le cadre du programme 174. Programme 174 sur lequel je vais revenir tout de suite. Donc, il est relatif à l'énergie, le climat et l'après-mine. Il vise à l'acquisition de véhicules propres pour les mesures les plus emblématiques, l'accompagnement à la transition énergétique, la gestion économique et fiscale de l'après-mine et beaucoup d'autres choses. En termes d'autorisation d'engagement, c'est 5,1 milliards d'euros qui sont prévus, donc une augmentation, quand on regarde, on fait la comparaison par rapport à 2002, 41% d'augmentation. Une trajectoire haussière d'ailleurs du programme 174 qui reste haussière sans discontinuité depuis la LFI de 2017, passant en 2017 de 500 millions d'euros à 5 milliards donc cette année. Je souhaite concentrer mes commentaires sur le 174 sur 3 dispositifs: le chèque énergie, MaPrimeRénov' et la gestion économique et sociale de l'après-mine. Le chèque énergie, eh bien, par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'alors, on avait des augmentations. Là, on a un recul de 6,2% que je regrette. On sera amené tout à l'heure à se questionner avec les amendements sur un certain nombre de critères liés au chèque énergie, les critères d'attribution. Doit-on uniquement considérer le revenu fiscal de référence, même s'il est indispensable, ce qui ne reflète pas la vraie consommation énergétique des ménages? Comment considérer les nouveaux chèques par rapport aux anciens? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout unir et massifier les montants? Et puis surtout sur le taux d'utilisation du chèque énergie. Sur MaPrimeRénov', 2,45 milliards d'euros en autorisation d'engagement inscrits pour 2023, soit plus 750 millions d'euros, plus 44% par rapport à 2022, et qui représente quand même 50% des crédits du programme 174. Il y a une cohérence à cela avec le succès du dispositif, les constats de la Cour des comptes qui le traduisent également, l'accélération du dispositif et des bénéficiaires qui restent majoritairement des ménages aux revenus très modestes pour 46% des dossiers et modestes pour 22% des dossiers. L'après-mine, on a peu l'habitude d'en parler, mais je veux insister sur ce sujet-là. Pour moi, il y a quelque chose d'essentiel, c'est
le régime de retraite des anciens mineurs, qui est financé avec cette ligne-là. Eh bien, il diminue en cohérence, évidemment, avec la diminution de la population, mais son maintien jusqu'au dernier survivant est absolument indispensable. Ce que nous avons avec cette population-là, ces personnels-là, à protéger ceux qui ont contribué au succès de l'ère industrielle française et à la fierté industrielle de la France. Sur le CAS Facé, très rapidement, je vous dirais que les crédits sont identiques aux années précédentes, 360 millions d'euros, et ce sont des crédits absolument indispensables à l'électrification rurale, surtout dans un contexte d'électrification de nos usages et également de qualité de l'électricité dans les milieux ruraux, sans oublier la péréquation des territoires ruraux, puisque le mécanisme du Facé joue en faveur de la péréquation. Pour terminer, je vous ferai quelques remarques et commentaires sur les points clés du rapport thématique que vous avez reçu et que je vous laisse considérer dans sa globalité pour voir toute l'amplitude des sujets que nous avons traités. Et en vous disant que la fiscalité de l'électricité et du gaz, eh bien pour l'électricité, parce que ce rapport était centré sur le sujet de la fiscalité de l'électricité et du gaz, pour l'électricité, il y a une cartographie que vous devez avoir en tête, c'est que 34% de vos factures correspondent à la fourniture et de la commercialisation, 31% à des tarifs d'utilisation des réseaux et 35% à des taxes, l'ACCIS dont je vous ai parlé, la CTA et des taxes locales. Pour le gaz, les taxes, c'est un peu plus simple puisqu'on n'a que l'ACCIS et la CTA pour 26% des factures, 34% des tarifs d'utilisation des réseaux et 40% de la fourniture. Alors ces fameux tarifs d'utilisation des réseaux, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui est défini par la CRE et qui permet, parce qu'on est dans des situations monopolistiques, vous savez, par rapport à ceux qui les utilisent, et pour pouvoir jouer le libre jeu pour pouvoir avoir les tarifs les meilleurs possibles, eh bien, il y a un système qui est mis en place, qui est celui de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ils sont absolument indispensables. Ils ont une petite difficulté, c'est qu'ils sont absolument pas lisibles sur nos factures. C'est un peu caché tout ça, et c'est un peu regrettable, je trouve, parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on peut en avoir, de se dire, d'une idée de pédagogie, de faire comprendre à quoi cela correspond. Mais c'est absolument indispensable pour la bonne utilisation de nos réseaux, et là encore, pour accéder et permettre les défis qui sont devant nous en termes d'électrification et de transition. Et puis, je terminerai sur le rapport pour avis en attirant votre attention sur quelque chose qui est très important, la TICFE, qui est une taxe qui s'appelait avant CSPE et qui maintenant s'appelle ACCIS. En plus, là aussi, il y a vraiment quelque chose à régler parce qu'on a 3 dénominations différentes. Va englober, à partir du 1er janvier 2003, la taxe sur la consommation, taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Et alors que l'État aurait dû avoir 32 € pour pouvoir avoir ses recettes et restituer cette taxe communale sur la consommation finale, il n'aura qu'1 €. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas en mesure de le faire. Pour autant, dans la partie 1 du PLF, il est bien écrit noir sur blanc que tout cela va avoir lieu, mais il n'est jamais inutile de le rappeler, parce qu'il ne faudrait pas que nos communes soient les victimes, elles aussi, à double titre, de l'augmentation du prix des énergies. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement pour pas trop vous assommer de chiffres.